Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, le président chinois Xi Jinping prévoit une tournée en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran à partir de mardi, à l'invitation des chefs d'État de ces trois pays. L'Arabie Saoudite sera la première étape de cette tournée au Moyen-Orient. Le président Xi Jinping s'apprête à partir en visite d'État en Arabie Saoudite, une première pour un leader chinois depuis que le roi Salman est monté sur le trône l'an dernier. Ce sera aussi le premier voyage au Moyen-Orient du président chinois depuis sa prise de fonction. Les dirigeants des deux pays tiendront une série de réunions pour établir une feuille de route concernant l'avenir des relations bilatérales. Ils échangeront également leurs points de vue sur les sujets régionaux et internationaux. Les médias locaux attendent de la visite de Xi qu'elle apaise les tensions actuelles entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Chine est prête à faire des efforts concrets pour aider à la paix et la stabilité régionale. Cette visite permettra de remplir cet objectif. Les deux parties vont aussi aborder le sujet de l'initiative Une ceinture, une route. La technologie et les sciences aérospatiales, l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. Un certain nombre de contrats seront aussi signés. L'Arabie Saoudite est située à la jonction entre la ceinture économique de la route de la soie et la route maritime de la soie. L'Arabie Saoudite est aussi membre fondateur de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Je pense qu'avec la ceinture et la route, les deux pays pourront partager des relations plus fortes, plus profondes et plus durables, ce qui favorisera la résolution des problèmes internationaux et régionaux. Et les hommes d'affaires saoudiens et la presse surveillent de près la visite du président chinois en Arabie Saoudite. Xi Jinping a choisi de visiter l'Arabie Saoudite et de s'entretenir avec le roi Salman. Cela créera davantage de possibilités pour mon entreprise et encouragera mon équipe à mieux travailler. Tous les médias saoudiens ont leur regard tourné vers la visite du président Xi Jinping. Suite à l'annonce, tous les médias ont commencé à préparer leur couverture médiatique. C'est une chance rare. Du point de vue politique, c'est une visite très importante, car la Chine est un membre permanent des Nations Unies et joue un grand rôle dans la formation de sa politique. La Chine a contribué à la gestion des crises régionales, en particulier celle en Syrie. Le président chinois a fait un discours lors de la cérémonie de lancement de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ou BAII, à Beijing. La première réunion des gouverneurs et du conseil d'administration aura lieu du 16 au 18 janvier. Une cérémonie d'ouverture a prévu 100 jours de préparation. L'événement était à la hauteur de l'engagement de la Chine à contribuer à la gouvernance économique mondiale. Le président Xi a fait un discours pour l'occasion. L'établissement officiel de la BAII va stimuler l'investissement dans les infrastructures en Asie. Il va aussi mobiliser le secteur privé dans la construction d'infrastructures. La BAII est une institution intergouvernementale et multilatérale. Elle se concentre sur la construction d'infrastructures avec pour but d'améliorer l'interconnectivité en Asie et l'intégration économique. L'approche de nature gagnant-gagnant de cette banque a remporté l'adhésion. Nous espérons que les membres de la BAII vont stimuler la solidarité et la coopération, étendre les investissements, promouvoir la mise en branle aussi rapide que possible de cette institution et la faire grandir et prospérer. La BAII possède un capital autorisé de 100 milliards de dollars, soit environ la moitié de la Banque mondiale. Elle investira dans des secteurs comprenant l'énergie et les transports, en plus de l'éducation et de la santé. La réunion de 3 jours sera l'occasion de l'entrée en fonction du président et des directeurs. Elle inaugurera un avenir de coopération entre ses membres. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a également participé à la cérémonie d'ouverture de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Il a fait part de quelques propositions pour ses futures opérations. Le Premier ministre chinois a déclaré que la banque initiée par la Chine avait pour objectif d'élargir les canaux de financement, d'étendre et d'améliorer les réserves. Il a ajouté que la BAI contribuait au développement régional et à la reprise économique mondiale. Li Keqiang a proposé 3 suggestions pour cette banque.
Il a estimé qu'elle devrait faciliter les connexions entre la Chine et les pays de l'initiative Une ceinture, une route, ainsi que les stratégies de développement des autres pays. Que la banque devrait renforcer la coopération internationale au niveau de sa capacité de production et qu'elle devrait promouvoir des modèles de coopération créative, une collaboration diversifiée et un développement global. Le Premier ministre chinois a enfin déclaré que la Chine souhaite travailler avec l'ensemble des membres de cette banque en vue d'établir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et à travers le monde. L'initiative pour établir la BAI a été fortement soutenue par différents pays, signifiant par là que la communauté internationale partage le désir d'une coopération gagnant-gagnant. Nous espérons que la BAI pourra profiter de l'expérience des institutions de développement multilatéral et trouver sa propre position et caractéristiques. Nous coopérerons avec nos partenaires afin de nous assurer que nous nous complétons les uns les autres, afin de fournir une nouvelle plateforme pour les pays en voie de développement, afin d'élargir la coopération économique et de créer des opportunités pour améliorer la coopération entre le Nord et le Sud. La BAI ne va pas seulement accélérer la construction d'infrastructures en Asie, mais également donner des opportunités aux pays qui ne sont pas du continent. Des précisions en images. La construction d'infrastructures est ce sur quoi les Philippines ont mis l'accent. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2014-2015 du Forum économique mondial, les Philippines se classent au 95e rang mondial en termes de qualité d'infrastructure. La Banque centrale des Philippines croit que la BA2I pourra l'aider à financer la construction d'infrastructures dont elle a un besoin urgent. Il y a un besoin conséquent d'infrastructures dans notre pays et la BAI peut être considérée comme un fournisseur possible dans ce domaine. En plus des autres fournisseurs, tels que les autres institutions multilatérales, la BAI peut également fournir une expertise en matière de développement d'infrastructures et c'est quelque chose qui nous sera très utile. L'Inde est le deuxième plus grand pays en développement d'Asie. Elle a une population élevée et bénéficie d'un potentiel de développement économique énorme. Mais les analystes indiens indiquent que leur pays manque d'infrastructures et que des investissements colossaux sont nécessaires pour équiper le pays en routes, ponts, hôpitaux et écoles. Je m'attends à ce que la BAI finance les projets de construction d'infrastructures en Inde, car nous sommes en retard en matière de développement d'infrastructures. La Chine est arrivée à une étape de son développement où elle peut aider les autres. En Russie, les experts expliquent que la BA2I peut soutenir la reprise économique. La BA2I et l'initiative Une ceinture, une route peuvent stimuler le commerce et les échanges économiques entre l'Eurasie et la Chine. Et la Russie, qui est un grand pays de l'Eurasie, en profitera. La Russie espère attirer des investissements dans la région, en particulier car nous avons réalisé que les infrastructures, et en premier lieu les systèmes de transport public, sont des facteurs clés du développement économique. Les pays de l'Asie et de l'Océanie ont quant à eux besoin de capital et d'expertise. Et plusieurs pays, ne faisant pas partie de ces continents, peuvent fournir financement et conseils. C'est le cas du Royaume-Uni par exemple, qui voit en la BA2I un moyen d'exporter son expertise et de gagner de nouveaux clients. Tout d'abord, la reconnaissance des besoins de ce que la banque va combler en termes de financement d'infrastructures en Asie, puis la reconnaissance du fait que la Grande-Bretagne a beaucoup à offrir. La Grande-Bretagne possède une grande expertise en matière de construction d'infrastructures, financement d'infrastructures, financement vert, gestion de projets et construction. Nous avons utilisé ces compétences dans le monde entier. Il existe donc un énorme marché pour l'expertise britannique. C'est donc une combinaison de la demande que va combler la banque et de la capacité à apporter de la valeur que les autres participants vont faire via l'expertise que nous avons en Grande-Bretagne. Et d'ajouter, s'attendre à de grands changements dans les infrastructures asiatiques grâce à la BA2I. Le ministre adjoint chinois des Finances a déclaré lors d'une interview que le principal objectif de la BAI est de promouvoir le développement économique. La Chine est prête à faire le nécessaire pour promouvoir le développement économique de l'Asie et même du monde. Il s'agit d'une perspective d'avantages réciproques dont le principal objectif est la mise en place de la banque.
Selon M. Shi, la Chine n'a pas l'intention de postuler pour obtenir un soutien financier lors de la première étape de la BAI. La Chine est le plus important actionnaire de la banque et est qualifiée pour obtenir des prêts, mais elle a décidé de ne pas le faire car d'autres pays de la région sont dans un plus grand besoin de développement de leurs propres infrastructures. Autre nouvelle du jour, la leader de l'opposition taïwanaise Tsai Ing-wen du Parti démocratique progressiste a remporté la victoire dans l'élection du dirigeant de Taïwan. Eric Chu, le candidat du parti au pouvoir, le Kuomintang, a reconnu sa défaite. S'adressant à ses partisans à Taipei, il a déclaré que son parti avait échoué à répondre à leurs attentes. Je suis désolé, moi Eric Chu, je vous ai laissé tomber. Nous avons perdu. Le parti du Kuomintang a perdu l'élection. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous avons échoué à répondre à l'attente de nos partisans. Eric Chu a également annoncé sa démission en tant que président du Kuomintang, déclarant qu'il assumait la responsabilité de la défaite de son parti. La leader de l'opposition, Tsai Ing-wen, a déclaré après avoir revendiqué la victoire qu'elle s'efforcerait de maintenir la stabilité dans les relations avec la partie continentale de Chine. Et suite à l'annonce des résultats des élections à Taïwan, le Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d'État a publié un communiqué dans lequel il déclare vouloir continuer dans le sens des relations transdétroits existantes. Le Bureau des affaires taïwanaises a déclaré que la stabilité dans les relations transdétroits était difficile à réaliser et devait être protégée. Le Bureau a souligné qu'en bâtissant sur les fondations politiques du consensus de 1992 et sur l'opposition à l'indépendance de Taïwan, les deux parties avaient contribué au développement pacifique de leurs relations. Ensemble, elles ont construit un mécanisme de coopération qui bénéficie aux deux parties et aide à maintenir la paix et la stabilité. Le Bureau a ajouté que la politique de la partie continentale envers Taïwan était claire et constante, et que cela ne changerait pas suite aux résultats des élections à Taïwan. La partie continentale de Chine continuera à s'opposer à toute forme d'indépendance de Taïwan et protégera la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Dans le même temps, le Bureau a déclaré qu'il souhaitait mener des échanges avec les partis et groupes qui partageaient la même position que la partie continentale. Passons maintenant à notre sous-rubrique. Aujourd'hui, la Chine, présentée par Raïssa Girondin. Bonjour Raïssa. Bonjour Jonathan. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors dites-nous par quoi commence-t-on aujourd'hui? On va débuter par la prochaine visite du président chinois. Et à quelques jours de la visite du président chinois Xi Jinping au Caire, le ministère égyptien du Logement a signé un protocole d'accord avec une entreprise chinoise. Cet accord prévoit la mise en œuvre de projets d'assainissement en zone rurale. Pas moins de 260 villages profiteront de ces avancées, alors que la plupart des régions rurales d'Égypte souffrent de pénurie dans ce domaine. Le système de distribution d'eau potable est accessible à 97% des foyers égyptiens. Dans les villes du pays, on bénéficie d'une infrastructure sanitaire adéquate, alors que 85% des zones rurales égyptiennes n'y ont pas accès. Dans la plupart de ces endroits, on déplore un excès de déchets que le sol ne peut absorber. Récemment, le gouvernement a initié un programme visant à mettre sur pied des infrastructures d'assainissement dans ces mêmes régions. Cependant, le coût de ces mesures est énorme. Nous avons estimé le coût de ce programme à 100 milliards de livres égyptiennes. C'est pourquoi de nombreuses négociations ont eu lieu au sein de plusieurs pays pour rendre possible certains prêts, subventions ou autres. Cela accélérera la mise en place du programme dès que possible. Le plan de départ prévoyait d'allouer annuellement 6 milliards de livres prélevés sur le budget de l'État. L'objectif était de mettre sur pied une infrastructure sanitaire. À cette vitesse et malgré le déficit budgétaire gouvernemental inquiétant, il aurait fallu à l'Égypte plus de 12 ans pour déployer le projet à l'ensemble des villages. La Chine a alors offert son aide, proposant 1 milliard de dollars sous forme de prêts destinés à ce projet. Il s'agit d'un grand projet et je pense qu'en Égypte, il y a environ 4000 villages. Donc j'estime qu'1 milliard de dollars participeront significativement au soutien de ce programme tout en l'accélérant. Le prêt à taux réduit chinois représente 8% du budget prévisionnel égyptien alloué à ce programme. Celui-ci couvrira 260 des 3400 villages qui ont besoin d'infrastructures sanitaires.
Ce projet a été rendu possible par l'accord d'un partenariat stratégique signé l'an dernier par Xi Jinping et Abdel Fattah el-Sisi, respectivement présidents chinois et égyptiens. L'Égypte a mis en œuvre un projet d'envergure pour le pays, un projet qui court jusqu'en 2037. Il donne la priorité aux villages qui ont un besoin urgent d'infrastructures sanitaires. Il permet également de prévoir les besoins nationaux dans ce domaine jusqu'au terme de ce projet. Malheureusement, avec la croissance démographique et les taux d'inflation incroyables, il est probable que l'Égypte a besoin de davantage d'argent pour assurer la pérennité de ce projet. L'ouverture de l'extension des lignes de métro 12 et 13 à Shanghai a eu lieu il y a quelques semaines. Ces lignes relient à présent les banlieues de Minhang et de Jiading au centre-ville. Par conséquent, les prix immobiliers des banlieues ont flambé. Wan Ning se presse pour acheter un 3 pièces en vue de son mariage. Elle cherche un appartement dans le quartier de Jiading. Elle a cependant réalisé que depuis l'ouverture des nouvelles lignes de métro, le mois dernier, les prix immobiliers du quartier ont grimpé de 20%. Ces appartements restent cependant 50% moins chers que les appartements dans le centre de Shanghai. Mais la rapide hausse des prix et la nouvelle ligne reliant Jiading directement au centre-ville l'ont fait décider. Pour des employés de bureau comme moi, acheter un appartement ici est relativement moins cher et le transport est plus pratique depuis l'ouverture de la ligne 13. Avant, cette zone semblait loin et peu développée. Ces derniers mois, selon le site immobilier anjuke.com, le prix résidentiel de la banlieue de Minhan a vu ses prix augmenter de 400 000 yuan le mètre carré à 430 000 yuan. Selon les analystes, la hausse a été entraînée par une hausse de la demande de la part de personnes comme Wang. Les retours du marché montrent la manière dont les prix immobiliers ont été stimulés dans les zones près de la nouvelle ligne de métro. Il y avait une augmentation au début du mois de décembre et après l'ouverture de la ligne, cette augmentation est devenue plus évidente la seconde moitié de décembre et plus particulièrement pour la première moitié de janvier. Les intérêts d'achat de logements ont également augmenté l'an dernier lorsque la Banque populaire de Chine a baissé son taux d'intérêt de référence des prêts de 5 fois, baissant le taux d'intérêt des prêts de 5 ans de 6,15% à 4,9%. Selon les observateurs du marché, s'il y a davantage de baisse en 2016, il y aura également davantage d'acheteurs. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine continue à baisser les taux d'intérêt. Nous pensons que la réduction des taux d'intérêt aura un impact très important sur le marché résidentiel. Nous pensons que si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela permettra à davantage de personnes d'acheter. Shanghai a encore 10 nouveaux projets concernant les lignes de métro. Cela sera achevé d'ici 2020. L'ensemble du réseau souterrain atteindra 800 km. Les experts de Santa Line Property prédisent une hausse additionnelle de 8% cette année pour les prix immobiliers des banlieues de Minhan et de Jiading. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing sont encore bien loin, mais cela n'empêche pas certains petits sportifs chinois de commencer à rêver d'y participer. Pour certains qui jouent déjà au hockey, la chance de recevoir une formation de la part d'anciens joueurs professionnels canadiens est une occasion en or d'atteindre leurs rêves. Reportage de mon collègue de CCTV français, Marc-André Côté. Yang Qianyuan adore le hockey et rêve déjà d'une carrière professionnelle. Quand il a su qu'il pouvait participer à une école de hockey supervisée par d'anciens joueurs de la légendaire équipe des Canadiens de Montréal près de chez lui à Beijing, il n'a pas hésité un seul instant. J'ai 7 ans et j'aime beaucoup jouer au hockey. Le hockey est pour l'instant un sport marginal en Chine. Il y a encore relativement peu de patinoires dans le pays et l'équipement coûte cher. Mais pour plusieurs parents, c'est une occasion de formation qui dépasse largement le sport et qui permet d'inculquer des valeurs importantes à leurs enfants. Ils n'ont donc pas hésité à payer les 1100 yuan, soit environ 170 $ américains, que coûte cette formation pour recevoir les conseils de ces professionnels. Certainement, le coût élevé empêche certains enfants de pouvoir pratiquer ce sport. Comme parents, nous espérons que le pays va construire davantage de patinoires et qu'il y aura plus d'entraîneurs professionnels pour enseigner les rudiments de ce sport aux enfants et nous fournir de meilleures conditions.
Guy Cloutier est un entrepreneur québécois qui construit des patinoires en Chine depuis une quinzaine d'années. Selon lui, l'intérêt des Chinois pour le hockey ne se dément pas, surtout depuis que Beijing a remporté la nomination pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2022. La croissance peut être exponentielle à mesure qu'on part de très très bas. Mais les chiffres doublent par année. On est rendu dans la région de Pékin avec plus d'une centaine d'équipes. Il y a plus de 2000 nouveaux joueurs qui se sont joints à l'association cette année. Puis c'est pas uniquement à Pékin. Alors c'est du sud au nord, et non pas juste dans les provinces traditionnelles. Mais il y a un engouement partout, avec des patinoires qui se sont construites dans tous les centres commerciaux. Même si le potentiel de croissance est évident, le travail sur la glace, lui, reste à faire. La Chine ne se classe que 38e au monde à l'heure actuelle et peu de joueurs qui s'entraînent ici arrivent à rivaliser avec les athlètes formés dans les grandes nations de hockey comme le Canada, la Russie ou la Suède. Mais pour l'ancien professionnel et entraîneur Gaston Gingras, la recette du succès est relativement simple. Mais il faut qu'ils jouent. Moi, je veux voir des sourires sur les lèvres des jeunes. Il faut qu'il y ait beaucoup de plaisir à jouer. C'est un jeu. Le hockey, c'est un jeu. Puis lorsque tu t'amuses, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Un conseil que Yang Qiangyuan est bien prêt à suivre. Et avec de la persévérance et l'aide de ses parents, il pourrait bien réaliser son rêve d'atteindre un jour la Ligue nationale de hockey. Marc-André Côté, CCTV, Beijing. Et après 5 mois d'attente, le monde a découvert samedi le nouveau bébé panda du zoo de Washington DC. Des milliers de personnes attendaient pour apercevoir bébé qui pèse désormais 11 kilos. Dès le petit matin, il faisait la queue. La sœur aînée de Beibei, Bobo, parvenait à réchauffer les foules. Tout le monde ici aime les pandas. J'aime quand ils grimpent aux arbres. J'aime quand ils mangent des bambous. Il n'y a pas que des enfants. Certains ont parcouru de longues distances pour être ici, comme Dab, originaire de Caroline du Sud. Ils sont si cool, ils s'occupent de leurs propres affaires, sont décontractés. C'est tout ce qu'il faut. Et après cette attente, le public a pu rencontrer le petit Beibei pour la première fois. Donc Beibei fait ce que les bébés font de mieux. Il dort en dépit du tohu-bohu qui se déroule autour de lui sous les regards du public. Mais il y aura bien d'autres opportunités de découvrir l'évolution de ce bébé panda au zoo de Washington. Mais en réalité, ce ne sont pas les premiers visiteurs pour Beibei, dont le nom signifie trésor précieux. Auparavant, les premières dames de Chine et des États-Unis lui avaient rendu visite lors de la visite d'État du président Xi Jinping en septembre dernier. Beibei avait un jumeau, mais qui n'a pas survécu. Malgré cela, le gardien de Beibei déclare que le bébé devient chaque jour de plus en plus fort. Il joue beaucoup avec sa mère et nous commençons à lui offrir des jouets pour panda. De gros jouets en plastique dur. Il utilise ses dents pour jouer avec, ses pattes. Il tourne autour de tous ces objets, comme tous les petits. Beibei est le dernier d'une longue série de pandas nés ici. Le zoo national de Washington s'est vu pour la première fois offrir des pandas après que les États-Unis et la Chine ont pour la première fois réétabli des relations diplomatiques en 1972. Et beaucoup espèrent qu'un jour Beibei voyagera jusqu'en Chine pour aider à renforcer la population sauvage de l'ourson favori du monde. Et ainsi s'achève le deuxième volet de cette édition. Nous retrouvons Jonathan Messina pour la fin de cette édition. Merci beaucoup Raissa pour l'ensemble de ces informations. Et merci à vous pour votre attention. Ce journal est à présent terminé. Nous vous retrouvons dans 1h30 pour de nouvelles informations.